de la planète, hein, c'est toute la planète. Bon. Après, suivant les endroits où ça se passe, il y a du collectif qui est traité, disons entre parenthèses, individuellement. Par exemple, il y en a qui font des thèmes des États, des thèmes de constitution, la formation de la déclaration de tel État, l'État d'Israël, la France, la 5e République. Et à travers ces configurations, au moment que l'on choisit pour tout un tas de raisons administratives, etc., la position des sceaux, tout ce qu'on veut, à partir de ce moment-là, on traite ces collectivités de façon, disons, un peu individuelle. Et on les voit agir comme si, effectivement, elles étaient un peu un individu particulier. Donc, on est bien obligé de tenir compte de différentes façons de regarder les choses, parce qu'au niveau de la planète entière, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la planète entière, à part les conflits qu'on connaît, les grosses configurations, effectivement, tout à l'heure on parlait des cycles, etc. Quand il y a par rapport à la Terre, quand il y a une doriphorie en Capricorne, comme il y a eu en 89, toutes les années 90, eh bien, on a vu qu'au niveau de la Terre complète, il y avait eu des changements un peu partout. Ça s'est traduit différemment, peut-être en Chine, ça s'est traduit différemment aux États-Unis ou ailleurs. Mais bon, les changements, ils ont été là, vécu de façon un peu différente suivant les endroits où ça se passait. On sait tout. Alors, de toute façon, je veux dire, il ne faut pas non plus jouer sur les mots, quoi. On a une façon d'analyser les choses de façon individuelle. Ça veut dire qu'on va pouvoir voir le problème de l'individualisme. Attends, ça veut dire qu'on va pouvoir voir, affiner un petit peu dans quel domaine, comment ça va un peu se manifester. Oui. Sinon, collectivement, on sait, globalement, il va y avoir, je dis n'importe quoi, une grosse conjonction Saturne, Uranus, Pluton, tout ça. On peut penser que globalement, il va y avoir des gros problèmes partout sur la planète, toute la planète est concernée. Mais certains vont être concernés comme ça, d'autres vont être concernés comme ça, et d'autres plutôt comme ça, et voilà. Donc c'est tout, quoi. On est bien obligé quand on veut regarder les choses, essayer de disserter sur la chose, on est bien obligé de prendre des cas particuliers de cette façon, sinon on ne comprend rien. À ceci près que le phénomène de mondialisation tend à mondialiser les événements dans un courant semblable. Mais je crois que vous vouliez prendre la parole, vous vouliez dire quelque chose. Excusez-moi, ça peut sembler un peu technique. Tout à l'heure, j'évoquais les événements de 68. Quelqu'un dit en Chine, c'est différent. Je pense que les événements en Chine sont tout à fait analogues à ce qu'on a connu dans notre Occident. Bon, tout à l'heure, je disais que c'était une configuration impliquant Neptune, Uranus. Monsieur qui est là, il vous a dit non, c'était pas, c'était Pluton. Peu importe. Peu importe. Voilà, c'est-à-dire que moi qui suis un 68ard, c'est vrai que ma destinée est un peu différente. J'étais comme dans un poisson dans l'eau à cette époque-là, et je crois que ça correspond à mon propre thème astral. Actuellement, l'ambiance générale est différente, et je suis peut-être moins bien. C'est-à-dire mon profil personnel est peut-être moins bien. Ce que je suis en train d'exprimer, c'est qu'à un moment donné, il y a une ambiance. Bon, tout à l'heure, on parlait de la doriphorie, le domaine que j'évoquais 68. Donc, on est dans une ambiance et les destins individuels vont s'inscrire dans cette ambiance. Il y a un air du temps. Alors, il n'y a pas que l'astrologie qui va déterminer cet air du temps. Mais je vais pas, on va pas aller plus loin. Là, pour affiner, est-ce que l'astrologie va déterminer tout l'air du temps, etc., va déterminer les grands mouvements économique. Donc je pense qu'en région parisienne, plus particulièrement, je pense qu'effectivement, plus particulièrement en région parisienne, parce que Hillard disait tout à l'heure, dans les provinces, on a ressenti différemment, effectivement, il se trouve que le fait de la région parisienne focalise les événements, focalise des influences mondiales. Voilà. Donc, pour me résumer, excusez-moi si j'étais un peu long, pour me résumer, voilà. Pour me résumer, pour compléter, quand dans le programme de télévision Télérama, que l'on est beaucoup à consulter, alors s'il nous propose un film, une fiction, où un voyage d'un explorateur est coupé du contexte sociologique, historique, sociologique, économique, alors Télérama, il envoie plein dans la gueule des excommunications, comme quoi il faudrait que le destin individuel soit éclairé par ce qui se passe, par la classe sociale, par ce qui se passe dans la société, etc. Ce que
Télérama exagère largement. À chaque fois, ça attaque le système. Et les partis de gauche, à commencer par le PCR, c'est pas une critique contre le PCR, mais les partis de gauche, marxistes, n'admettaient pas, parce qu'ils appelaient théâtre bourgeois, avec tout le mépris, quand on s'intéressait à la mécanique psychologique individuelle, hors du contexte social, économique, etc., etc. Donc, ils étaient excessifs, d'ailleurs. Mais ce que je retiens par là, c'est que je pense que l'analyse d'un individu s'intègre dans un contexte, et l'astrologie, excusez-moi d'utiliser le terme mondial, à mon avis joue, même si je ne peux pas prévoir à l'avance comment va se présenter la prochaine dormiphorie, je ne sais rien, mais a posteriori, c'est assez clair. Parfaitement. Est-ce que vous pourriez juste préciser, vous avez parlé de ce que la région parisienne était un lieu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Eh bien, c'est un lieu, notre niveau moyen, c'est comme, vous savez, comme les criquets. Je crois que c'est les criquets qui changent de forme. Il y a deux aspects de l'espèce criquet qui vit individuellement quand ils ne sont pas nombreux, et puis ils changent de nature, ils changent d'espèce quand ils sont nombreux, c'est-à-dire à force de voir que leurs yeux voient les papates et les corps et les ailes de leurs congénères, ils se transforment et en 2-3 générations de criquets, c'est-à-dire en quelques jours, et ben ça fait des milliards de criquets, ils ont changé. C'est-à-dire le criquet, du fait d'être en masse et d'être ici dans une capitale du monde, hein, c'est pas la seule, mais c'est une capitale du monde, c'est une convergence d'influence mondiale qu'on ressent ici plus qu'ailleurs en province. Est-ce que ça répond à ta question? Très bien, merci. Oui. Mais vous pouvez dire le contraire. Hein. Non, c'est bien. Barbara? Alors, moi, Jacques m'a demandé de parler de la manière de vivre en astrologue. Nous autres astrologues indiens, c'est Marco Daniel ici présent qui m'a formé, avons une manière, un mode de vie qui est justement de vivre avec nos planètes. Alors, tous les jours, le matin, je dresse le thème du moment où je me lève, et c'est la coloration de la journée qui m'est indiquée de cette manière. J'ai avec moi tout le temps des tables, parce que je travaille à la main. Si vous voulez, le calcul, disait Marco, qui le répercute sur vous qui l'en pensez dire, le calcul, c'est la méditation de l'astrologue. Et calculer à la main, c'est une manière de rentrer dans le cheminement des planètes, de le condenser. Je ne fais pas énormément de consultations. J'ai un client assez souvent par jour, mais j'ai le temps, je prends le temps de calculer à la main, de placer à la main les éléments constitutifs du thème. Et donc, j'ai des petites choses comme ça qui sont la décomposition des nakshatras, c'est-à-dire les constellations que traverse la Lune jour après jour, et heure à heure, minute à minute, la Lune se trouve dans une subdivision particulière. Je viens de calculer, là, c'est très curieux, nous sommes dans la constellation Ovadra, qui est consacrée à Jupiter, et nous sommes chez Jupiter, nous venons de rentrer en Mercure, planète de l'astrologie. C'est quand même quelque chose de tout à fait motivant de parler de la vie de l'astrologue au moment précis où ça doit se faire, grosso modo. Je ne suis pas particulièrement déterministe, mais la coloration du moment, ce que les Indiens appellent le murta, eh bien, ça me semble avoir une richesse fondamentale. Le moment, justement, le premier moment de la rencontre, le moment où l'on vous fait un questionnaire horaire. Et évidemment, vous le savez, nous habillons généralement de la couleur du jour. Le lundi, c'est du blanc, le mardi, c'est du rouge, le mercredi, Mercure est vert, le jeudi, Jupiter jaune, le vendredi, on s'habille comme on veut, parce que c'est Vénus et qu'elle accepte tout. Le samedi, c'est en bleu, parce que nous sommes chez Saturne, et le dimanche,
dans un orange ou un autre pour tomber chez le soleil. Et finalement, d'incarner ces puissances planétaires du jour, c'est une chose qui nous donne un sens à la journée. Il y a également le port de bijoux, ce sont des réservoirs d'énergie, des pierres, qui permettent de réévaluer une planète difficile. Il peut y avoir des jours où l'astrologue jeûne, il peut y avoir des jours où il conseille à son consultant, d'ailleurs, au vu de son horoscope, de jeûner pour amadouer, acclimater, améliorer les effets d'une planète un petit peu difficile. Bon, je parle dans une astrologie qui est une astrologie traditionnelle indienne que je pratique. Et finalement, la vie, vue sur son modus astrologicus, est une vie dont chaque moment prend un sens, une couleur. Et c'est une manière de vivre en poète. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une forme de religion? Non, moi je dis je vis en poète, je vis en astrologue. Non, mais religion dans le sens premier. Oui, de se relier. De se relier au ciel. De se relier, absolument. Enfin, pour moi, l'astrologie est une religion dans ce sens-là. Oui, oui, c'est un lien entre la matière et la manière dont je la fais fonctionner, et les énergies qui me sont supérieures. Absolument. Et je pense que c'est le travail qui est le nôtre d'essayer de tenter ce lien. Voilà, de tenter et de le promouvoir, de l'expliciter et d'engager finalement les gens qui viennent nous voir à en prendre conscience. Et je crois que profondément, c'est leur démarche. Mais oui, c'est pour ça qu'ils viennent nous voir. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir. Nous sommes des décodeurs. On essaye de rendre sensible le message de ces astres qui sont autour de nous, et puis peut-être d'en apprivoiser les effets. Comme le dit toujours Marco, dans le ciel et dans l'horoscope existent des effets mous et des effets durs. Marco disait tout à l'heure. L'effet mou, c'est-à-dire la chose qui est apprivoisable, il y a malheureusement de l'inéluctable, nous le savons, il faut aussi s'y préparer peut-être. Merci. Alors nous n'avons plus qu'un quart d'heure pour conclure la session, enfin un quart d'heure à peu près. Je voudrais répondre encore une fois à M. Durand. Il ne faudrait pas croire non plus que les événements collectifs tombent sur l'individu. Les événements collectifs sont fonction des évolutions individuelles. C'est parce que les individus, chaque individu à son échelle individuelle est pris par l'influence astrale, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'influence astrale, ça existe, elle passe par l'individu et non pas par je ne sais quel égrégore comme ça. Donc le collectif, ça n'est jamais que la somme des processus individuels. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que moi, par exemple, je considère que le collectif, c'est simplement lorsque un très grand nombre de personnes sont marquées par les mêmes motivations, sont marquées par les mêmes questionnements, sont marquées par les mêmes stimuli, et que qu'ils y répondent de façon différente, c'est une autre affaire. C'est la réponse au stimuli qui va différer, mais le questionnement fondamental, et c'est ça qui fait l'événement, c'est que des millions de personnes puissent être questionnées de la même façon au même moment, quitte à ce qu'ils répondent chacun individuellement, mais malgré tout, la réponse individuelle, elles sont quand même fonction des questions qui sont posées. C'est ça qui fait l'événement. L'événement, il faut arrêter de croire que l'événement, que d'un côté il y a l'individu, de l'autre côté il y a l'événement. Les individus, c'est le collectif des individus, c'est l'ensemble des individus qui crée l'événement. L'événement est la résultante du collectif des individus. Donc là encore, je suis désolé de dire qu'il est tout à fait légitime, monsieur Lustig, il est tout à fait légitime de considérer qu'un individu, il est partie prenante d'un processus qui le dépasse, auquel il appartient, dont il est un élément constitutif, et par conséquent, il faut l'aider à être en phase avec ce processus
qui l'implique, mais qui n'implique pas que lui-même, il n'est pas tout seul. Et on sait très bien, monsieur Lustig, que, heureusement d'ailleurs, on sait très bien, heureusement que nous sommes en face des uns avec l'autre, heureusement que nous sommes dans une synchronie. Imaginez qu'à un moment donné, vous veuillez faire quelque chose, et puis que les autres soient dans des planètes différentes, dans des orientations différentes, mais la vie serait absolument impossible. Heureusement que nous avons un minimum de convergence. Que les réponses soient différentes, c'est aussi bien entendu, mais à partir du moment où les gens sont marqués par les mêmes questionnements, ils finissent souvent par s'entendre sur les réponses aussi. Parce que heureusement que nous sommes marqués en même temps, au même moment, par un certain nombre de questionnements, sinon la société, elle n'existerait pas. On ne ferait pas me proposer une conception anarchique et du monde. Nous sommes, au contraire, et l'astrologie, ce serait comme dommage que l'astrologie soit du côté de l'anarchie et non pas du côté du cosmos, c'est-à-dire de l'ordre. L'astrologie est d'abord le savoir de l'ordre, la connaissance de l'ordre collectif, de l'ordre cosmique, avant d'aborder les problèmes de particularité individuelle. Et c'est au nom de cet ordre cosmique, Jacques, que nous lisons le destin individuel. Oui, mais il ne faudrait pas non plus jouer sur les mots, parce que là, Madame Lamotte Saint-Pierre, je vous vois venir, n'est-ce pas? Je connais très bien cette théorie. C'est-à-dire que je vois venir, c'est-à-dire en disant, de toute façon, puisque nous étudions les planètes, puisque nous étudions le mouvement des planètes, nous étudions ipso facto l'ordre cosmique. Et c'est quand même trop facile de dire ça. Accepteriez-vous cette image suivante? Alors, il y a différentes façons de lire l'ordre cosmique. Justement. C'est pour ça que c'est interchangeable sans arrêt. Quand vous prenez... Parce qu'un ordre cosmique... Si vous parlez, monsieur Lipsy, qui a l'air de dire qu'il faut Lipsy, c'est ça. Il s'appelle Lipsy. Un exemple très simple, dans la même série que l'article qui a eu l'air de s'ouvrir. Alors, quand vous prenez une longue vue, eh bien, il y a deux façons de regarder au travers de cette longue vue. Vous avez effectivement la loupe qui montre l'ensemble et l'autre loupe qui montre le... c'est pourtant c'est le même. Oui, d'accord. Vous êtes content de votre formule? Bon, d'accord. D'accord, mais bon, et je peux dans les cadeaux pour que vous puissiez vous en retenir demain. D'accord, écoutez, très bien. Encore vous, Ruben? Il n'a pas beaucoup parlé, monsieur. Que ce soit l'astrologie mondiale, c'est-à-dire une ambiance générale, ou que ce soit simplement l'ambiance est déterminée par la totale des 6 milliards d'humains qui reçoivent la même influence, c'est pareil. De même qu'on ne sait pas très bien comment fonctionnent les planètes, on n'en a rien à foutre. Savoir si elles vont directement, comme dirait Mystique Moustique, si elles ne nous influencent pas, mais que c'est une espèce de synchronisation entre les planètes et nous, une espèce de résonance, ou que ça peut-être que ça fonctionne par l'intermédiaire de l'effet des planètes sur le Soleil qui réagit sur nous, on n'en a rien à foutre. Parce qu'en tant qu'astrologue, on s'en fout comment ça marche. Je suis bien d'accord. Voilà. Donc c'est-à-dire que de même qu'en numérologie, on est en année 9, 2007 égale 9, et que donc les numérologues, ils savent que, selon votre chemin de vie, l'interaction entre l'année universelle 9 et le chemin de vie, ça aura une incidence sur chacun d'entre nous, de même que c'est une influence globale. Absolument, je pense que l'année 2007, en tant qu'année 9, est une année de fin de cycle et que je pense que c'est la dernière année à peu près tranquille. Voilà. À peu près tranquille. Et qu'à partir de l'année prochaine, les réjouissances commencent. Alors, est-ce que vous avez des informations un peu précises sur la donnée sur 2012? Absolument. Alors, de référence reconnue. Alors, des non, informations. mais moi je suis intéressé, déjà pour terminer. Oui, juste, alors, oui. Bon, c'est pas, c'est juste des. Moi, c'est juste des. Non, mais je veux dire qu'on reste sur le fond général. C'est un peu pour nourrir le débat de la dialectique prévisionnelle individuelle et collective. Bon, moi je me suis intéressé à l'aspect Saturne-Pluton. Bon, je ne suis pas le seul à le faire, mais c'est juste pour montrer l'intérêt de l'astrologie mondiale vis-à-vis de l'astrologie collective. Donc, j'ai appelé ça l'aspect Saturne ou la crise de la société moderne. On n'a plus que 10 minutes quand même. Voilà, je vais terminer sur ça, c'est pas long. Hein. Je peux le résumer, mais je vais un petit peu lire ce que j'ai noté. Bon, alors, moi je suis parti du début du XXe siècle, tout astrologue peut remarquer ça. On a le début de la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre,
où on a déjà effectivement une conjonction Saturne-Pluton en Cancer. Donc ça, c'est un premier constat. Si on prend la Deuxième Guerre mondiale, on a un effet Saturne-Pluton. Deuxième effet de l'aspect Saturne-Pluton, c'est pas la peine de décrire dans quel signe, ce n'est pas l'objet de l'analyse. Bon. Quand on observe la fin de la guerre, ce qu'on a appelé la période de la reconstruction de l'Europe, bon, on se rend compte qu'il y a également un autre aspect Saturne-Pluton. Et plus particulièrement, bon, la conjonction sera plus exacte vers le 11 août 47, c'est ce que j'ai noté. Bon. Alors, je vais avancer dans cette analyse. Si on prend la fin de l'année 54, Saturne dans sa progression en Scorpion, là c'est une indication, on a un autre aspect Saturne-Pluton. Là, on traite de l'astrologie mondiale, hein, Jacques. Donc, ça correspond aux guerres coloniales, décolonisation au Maroc, la guerre d'Algérie, etc., etc. La guerre d'Indochine. Bien sûr, non, mais j'ai pris quelques petits exemples, parce que sinon j'ai besoin de 2 heures pour faire ce... Moi, j'ai travaillé dessus, j'ai 300 pages dessus, mais là, j'essaie de donner quelques petites lumières. C'est pour arriver, parce que j'ai entendu l'année 2012. Donc, ça va directement dans mon raisonnement. De dire ça, alors, il suffit d'un truc et puis ça part dans tous les sens. Non, mais je reste... C'est facile. Alors, Non, mais bon, d'accord, écoutez, on n'a plus que 3 minutes, je vous signale. Alors, je termine sur ça. Je crois que vous n'avez pas le sens à peu près des échéances. Alors, en 73, crise pétrolière. Bon, je vais faire un style télégraphique, d'accord? C'est une quadrature Saturne-Pluton. À vous d'en déduire ce que vous voulez. La conjonction de Saturne-Pluton en 81, elle sera exacte et combuste en novembre 82. Bon, on a parlé tout à l'heure du sida, etc. Saturne, on va dire le frein, Pluton, la sexualité, on peut en déduire ce qu'on veut, mais en tout cas, ça correspond à un événement social, collectif, et qui affecte l'individu. Bon. La quadrature de 93 entre Saturne et Pluton, pour moi, correspond indéniablement au début de la guerre des religions, c'est-à-dire le monde moderne, l'islam, l'islamisme, etc. Certains vont le voir 8-9 ans après, ce qui est très justifié, puisqu'on a l'opposition de Saturne-Pluton le 11 septembre 2001. Pour l'instant, tout se respecte, on est dans une cyclicité qui se tient. Bon. On a donc cette fameuse opposition de Saturne-Pluton en 2001, qui se situe dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. J'en ai fait un petit exposé lors du dernier colloque. Hein. On arrive à une synthèse. On a une quadrature de Saturne-Pluton, parce que pour moi, Saturne-Pluton, c'est un petit peu les valeurs sociales, c'est-à-dire, pour moi, c'est le monde moderne, comment il arrive à tenir la route, comment arrive-t-il à être structuré. Bon. La quadrature de novembre 2009, entre Saturne et Balance, entre Saturne en Balance et Pluton en Capricorne, pardon, pourrait éventuellement nous donner quelques réponses à notre raisonnement du départ, c'est-à-dire que bon, on a la crise de 2001 qui a engendré une guerre en 2003. On pourrait éventuellement imaginer qu'on peut arriver à une fin de crise entre 2009, à mes yeux, et 2010. Bon. On a évoqué tout à l'heure l'année 2012. Bon, certains astrologues vont parler d'un déséquilibre. Moi, pour moi, je suis arrivé plutôt à un rééquilibrage. Alors, justement, certains vont y voir une année sombre, je ne sais pas si certains sont d'accord ou pas. Pour moi, je vois plutôt une année de rééquilibrage sur un plan universel, sur le plan mondial. Donc, quand on s'intéresse un petit peu à ce cycle de Saturne-Pluton, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un aspect entre les deux planètes, on a une crise sociale, économique, une crise qui va affecter une guerre quelque part dans le monde, et probablement qui affecte un petit peu le monde entier. Donc, moi, je projette un petit peu sur une réflexion par rapport à l'histoire, et j'en suis arrivé à une hypothèse finale, c'est que le cycle qui a démarré au début du siècle entre Saturne et Pluton lors de la Première Guerre mondiale, en 1914, on a une inversion qui arrive en 2018-2019, donc dans la progression de la courbe. Donc on a une répétition du cycle, mais à l'envers, c'est-à-dire que en 1914, on avait la conjonction Saturne-Pluton en Cancer. On arrive en 2019 à la conjonction Saturne-Pluton en Capricorne. Donc, je pense qu'on aura
terminer un chapitre de l'histoire humaine et qu'un autre va suivre. Mais bon, je préfère m'arrêter là quant à cette démonstration. C'était plutôt pour montrer qu'on peut pratiquer l'astrologie mondiale et voir directement que ça concerne tout le monde. Bon, si j'avais pris plus de temps pour décortiquer chaque période, etc., on aurait pu plus comprendre l'effet sur l'astrologie individuelle. On y reviendra, demain après-midi, on a une commission. Voilà, c'était juste une petite parenthèse sur ce fameux cycle Saturne. Je voudrais vous dire, faire quelques observations à ce sujet. Premièrement, comme je disais tout à l'heure à Jean-Claude Durand, je prends l'exemple que vous avez donné pour comme un autre. Est-ce que, par exemple, vous avez raison de dire que, enfin, vous avez raison sur le principe de dire que Saturne Pluton provoque ceci au niveau du collectif. Mais c'est un collectif, moi je vous disais tout à l'heure, ce collectif, il est fonction du fait que des millions d'individus sont marqués en même temps par la même problématique. Donc cette même problématique, il ne faut pas qu'elle soit télescopée par ce phénomène de l'événementiel collectif. Le collectif, c'est une chose, mais quand on emploie le collectif, d'abord le monde a plusieurs sens. Ce que j'entends par collectif, ça veut dire que nous soyons collectivement et synchroniquement et ensemble concernés par une certaine configuration. Et c'est parce que chacun d'entre nous va vivre cette configuration d'une manière particulière qu'au bout du compte, ça va provoquer quelque chose de relativement puissant. Mais ce n'est pas le contraire, ce n'est pas le phénomène puissant qui va jouer sur nous au niveau individuel. Ça, c'est l'approche des non-astrologues. Pour un non-astrologue, il y a le phénomène économique, le phénomène médical qui joue sur l'individu. Mais pour l'astrologue, c'est l'inverse. Parce que pour l'astrologie, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle est avant tout individuelle au niveau, non pas du thème astral, mais au niveau biologique. C'est parce que des millions de gens captent certains signaux au niveau cosmique, et ils les captent tous en même temps, que chacun résolvant ce questionnement à sa manière, la somme de tous ces calculs, la somme de toutes ces réactions provoque un phénomène de masse. Donc justement, c'est assez paradoxal par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'approche astrologique, c'est au contraire de revaloriser le rôle de l'individuel, mais pas un individuel isolé, mais un individuel qui est fort précisément parce que des millions d'individus vont vivre en même temps les mêmes questionnements, et que cette façon de vivre en même temps les mêmes questionnements va provoquer un phénomène collectif majeur. Il faut donc relier totalement le collectif à l'individuel. C'est la somme des collectifs, la somme des problématiques individuelles vécues simultanément par la même configuration qui va provoquer l'événement qu'on va appeler l'événement Saturne-Pluton, etc. Mais en réalité, il faut débattre des micro-événements Saturne-Pluton. C'est la somme de ces micro-événements. C'est la somme. Comment ? Là, il s'agissait d'événements mondiaux. Mais justement, vous n'écoutez pas ce que je dis. Je vous dis que l'événement mondial est presque mineur, au niveau en tout cas de la consultation individuelle. L'événement mondial, il faut presque l'oublier. Ce qui est important, c'est que chaque individu va avoir une problématique à résoudre du fait de cette configuration et comment on va la résoudre. Maintenant que cette manifestation au niveau statistique, au niveau historique, puisse être appréhendée de manière massive, c'est une autre chose, mais elle est d'abord existant à un niveau beaucoup plus modeste, à l'échelle individuelle. C'est pour vous dire à quel point le travail sur les configurations collectives ne néglige absolument pas les enjeux individuels, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ce que je prône ici, c'est l'application et l'utilisation de ce qu'il y a probablement de plus sain, de plus solide en astrologie, qui sont les grands cycles mondiaux, mais de montrer qu'ils ont une incidence à l'échelle de chaque personne, de chaque individu. Et le problème des transits, pour terminer, c'est que normalement, au départ, les transits, c'était de se poser la question de savoir comment telle configuration cosmique jouait dans le thème. Or, aujourd'hui, les transits, on ne fait même pas attention à ça. On dit quel moment la planète passe dans le thème. Mais il n'y a même pas de configuration. Le principe du transit, c'était d'abord quelle est la configuration, comment une configuration, par exemple, entre deux planètes, va se répercuter dans le thème. Maintenant, on fait des transits sans qu'il y ait même de configuration. C'est quelque chose les transits au sens où on les pratique de manière moderne, ça existe depuis le milieu du 19e siècle. C'est très récent. Avant, il y avait c'est ce qu'on disait l'autre jour avec Barbara Lamotte-Saint-Pierre, même Morane Villefranche, au XVIIe siècle, la notion de transit, c'était d'abord, la notion de transit, c'est précisément la volonté c'est justement la volonté de connecter les cycles collectifs au cycle individuel, le transit au départ. C'est-à-dire au lieu que l'individu soit enfermé dans son thème natal, on dit non, il va être marqué par les cycles qui vont continuer à se produire au cours de son existence. Donc c'est bien cette volonté de cyclicité qu'on va connecter avec le thème individuel,
Et en fin de compte, vous voyez bien que cette notion de transit qui a été détournée de son sens. Aujourd'hui, quand on parle de transit, on ne pense même plus véritablement au niveau du collectif, au niveau du mondial. Mais au départ, le transit, c'est fait pour ça. C'est fait pour connecter les grandes configurations qui sont vécues au niveau collectif et de montrer qu'elles ont une incidence sur l'individu. C'est pas tout à fait ça. Autant que je sais. Il me semble que Morin parle particulièrement de la reproduction d'aspects du thème de naissance dans le courant de l'existence. Oui. Voilà, hein, c'est par exemple, si par exemple un individu a une conjonction Soleil-Saturne, bon, ben, il est évident que chaque fois que Saturne formera un aspect majeur ou même mineur avec le Soleil de naissance de l'individu, eh bien, il y aura un événement particulier. Oui. C'est ce que nous appelons les transits de résonance. Oui. Mais c'est déjà chez Morel, il y a déjà une sorte de défiance par rapport à ce concept. Au départ, la notion il y a déjà une défiance. Au départ, la notion de transit, c'est véritablement la volonté de connecter les processus de cosmique collectif, de les connecter au niveau individuel. Et ce processus, et donc moi je ne fais que revenir dans cette direction. En fait. Jacques, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire la chose suivante. Il y a des personnes qui sont marquées par des configurations particulières qui touchent le collectif. Je pense particulièrement là à la conjonction Saturne-Neptune de 1953. Hein. Eh bien, je me suis aperçu que actuellement, nous sommes dans une phase d'opposition de ces deux planètes, hein, sans rapport particulier, ou c'est des rapports de trigone et sextile, disons sans rapport nécessairement particulier avec la position Saturne-Neptune de naissance, et bien que, effectivement, cette opposition semble avoir des effets. Parce que la personne à la naissance était sensible à la conjonction, hein, et bien, quel que soit le lieu sur lequel se joue l'opposition, et bien, l'individu y est sensible, et ce que je viens de dire, donc, va dans votre sens. Oui, sauf que moi, personnellement, je n'attache pas d'importance au thème natal, et que par conséquent, peu m'importe que dans le thème natal, il y ait une conjonction ou une configuration, ceci ou cela. Eh bien, désormais, j'installerai mon bureau à côté du Conseil général, du Conseil de la ville de Paris, et je leur demanderai donc des honoraires. Parce que effectivement, quand j'ai oublié de dire que mon discours ne se référait pas forcément au thème natal, que moi, quand je vois une personne, je vis par définition qu'elle est concernée par une certaine configuration, ou qu'elle est concernée par une configuration qui est en train de se former ou de se défaire, et que je veux voir comment elle, dans sa vie personnelle, et on en parlera demain matin. Mais vous êtes frachemiste en cela. Ah. Vous êtes muurtiste, c'est-à-dire que c'est le moment précis où vous rencontrez l'être, c'est-à-dire ici maintenant, dont vous tirez l'horoscope, et c'est à ce moment-là que démarrent les configurations et les cycles. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je considère que l'individu vit sa vie et que les astres continuent à vivre avec lui et qu'il n'y a aucune raison particulière de se référer au moment de la naissance. Et ça marche très bien. Ce système marche très bien. Mais ça marche très bien aussi. Ça marche très Alors, bien. le dernier mot, est-ce qu'on va appliquer bagage, Monsieur Durand? Non, mais parce que tout à l'heure tu disais qu'effectivement le problème collectif se voit parce qu'il y a une résonance de tous les individus. Moi je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait un individu suffisamment sensible, ce qui est la nature, enfin, l'être humain. Hein. C'est sûr que les mêmes conjonctions, si elles se passaient il y a 40 millions d'années, quand il n'y avait pas d'être humain sur la Terre, admettons, ça serait complètement différent. Donc il faut qu'il y ait un capteur sensible qui se trouve être l'être humain, qui lui collectivement va traduire les faits, et donc on va voir qu'il y a des faits. C'est un collectif qui est la somme des individus. Oui, d'accord, mais maintenant tu dis que c'est la somme des individus, donc si tu supprimes complètement, pour savoir comment ça marche dans un thème natal de l'individu, si tu supprimes son thème natal, comment tu vas te rapprocher à... Tu connais très bien ma réponse, mon cher Jean-Claude Durand, je connais pas ma réponse, mais c'est la question que tu poses est typique de quelqu'un qui a le culte absolument assidu du thème natal. Je répondrai comme avec Madame Barbara Lamotte-Saint-Pierre. Je crois que c'est comment tu rattaches l'individu, la réponse de l'individu parce que moi, l'individu, c'est tu tiens pas compte du thème natal de l'individu. Pour moi, l'individu, mon cher Durand, ne se définit pas uniquement par son thème astral. D'accord, ouais. Donc par conséquent, effectivement, moi je prends l'individu, je vois que cet individu, il est supposé, puisque c'est un être humain, être sensible au mouvement des astres,
qui a des configurations astrales majeures, qui envoie des signaux majeurs, et je veux savoir comment lui, il les a captés, qu'est-ce que ça a fait dans sa vie, comment il compte y répondre, comment il envisage. Alors à ce moment-là, je lui dis, bon ben là vous êtes au début du processus, je vais vous assurer que dans 2 ans, le processus aura atteint son maximum, et qu'après il va descendre. Je lui explique comment son vécu, c'est comme si, je vais prendre un exemple qui va vous paraître idiot. Imaginons que je sois gynécologue. Une femme vient me voir en disant qu'elle est enceinte. Bon, il est évident que bien que ce soit un individu, elle obéit quand même aux lois de l'espèce, qu'on le sache. Bon, donc effectivement, en tant que gynécologue, eh bien, voilà, elle est au 2e mois, je sais qu'au 2e mois, il y a un certain nombre de problèmes, il va peut-être y avoir quelques particularités ici et ailleurs, mais enfin, globalement, j'ai un cadre général qui est celui des 9 mois. Bon, eh bien, c'est pareil, en astrologie, la personne n'a pas besoin d'avoir, je ne sais pas, un thème natal, c'est un être humain, je sais que par définition, comme être un être humain, va être impliqué et concerné par un certain nombre de configurations, eh bien, je l'accompagne dans ces configurations, point final. Le fait qu'elle soit enceinte, justement, pour moi, c'est son thème natal. Celle qui vient de voir, elle est enceinte. C'est pas n'importe laquelle qui vient de voir. Et donc, c'est un moment elle, celles qui vont voir consulter non mais, un astrologue. ne jouons pas sur les mots. Vous avez parfaitement compris mon exemple. Le spécialiste est constamment concerné entre d'un côté un savoir qui est général et son application individuelle. Et il n'a pas besoin de je ne sais quel... Bon, il va étudier en effet comment son modèle général s'applique à l'individu. Vous pensez que pour cela, il a besoin de faire le thème natal. D'autres personnes qui sont pas beaucoup plus nombreuses ne le pensent pas. Mais à partir de quoi tu vas voir que... Enfin, comment tu vas pouvoir déterminer que sur cet individu-là, ça... Mais écoutez, c'est comme... Bon, écoutez, attendez, je propose qu'on reprenne la discussion au restaurant ou demain matin, parce que malheureusement, je suis obligé de vous dire qu'on nous a déjà proposé d'arrêter. Donc, mais je répondrai, c'est comme en psychanalyse, par exemple, si je prends le cas clinique, c'est un cas extrême. Vous avez le complexe d'Oedipe. On sait très bien que, en psychanalyse, on sait que tout le monde a un problème de complexe d'Oedipe. Chacun le vit différemment. Au rôle du groupe psychanalyste de voir comment chaque personne individuellement a vécu le complexe d'Oedipe. C'est quand même, c'est-à-dire vivre individuellement un phénomène collectif. Voilà. On n'a pas besoin, eh bien, il faut faire un travail avec la personne, sur la personne, et pas forcément à travers le prisme de la